Cela fait plus de 2000 ans qu'au bord de cette rivière, l'île Périgueux brille au cœur du Périgord grâce à un patrimoine architectural exceptionnel. Là, des vestiges gallo-romains, ici des trésors du Moyen-Âge ou de la Renaissance. C'est donc l'endroit idéal pour comprendre le processus de création d'une ville, voir comment les traces des différentes périodes s'empilent. Avec nos invités, architectes, conservateurs, archéologues et passionnés, nous allons non seulement vous faire découvrir des lieux insolites, mais mieux encore, vous apprendre à poser le regard pour détecter le passé dans le présent. Cap sur Périgueux, le patrimoine en héritage. Elle est comme un phare qui domine la ville, lui donne son identité. Posée au sommet d'une colline, la cathédrale Saint-Front impose sa silhouette pour le moins insolite. C'est au XIIe siècle, suite à un incendie, que l'abbaye fut entièrement reconstruite selon un plan rarement utilisé en Europe occidentale. Depuis, la savante harmonie entre style roman et byzantin intrigue le visiteur. Ces coupoles font la séduction, mais aussi le mystère de la cathédrale. Denis Daudement nous convie en avant-première à une découverte inédite entre terre et ciel. Il y avait un parcours de visite qui existait et il n'est plus aux normes, il n'est plus pratiqué, donc on fait des travaux. Ça veut dire qu'on pourra venir visiter, Absolument, le public pourra voir ici. Accompagné avec des conférenciers qui expliqueront tout ce qu'il faut voir ces coupoles qui sont tout à fait originales. Ça a un petit côté oriental, vous ne trouvez pas? C'est quoi l'influence d'ailleurs? Les croisades, le voyage des contemporains de la construction qui ramènent peut-être des artisans, en tout cas des souvenirs, des images. Décrivez-nous cette toiture. Alors c'est un plan comme un plus, une croix, ce qu'on appelle croix grecque, symétrique. Donc il y a forcément 5 coupoles, une au milieu et 4 autour. Voilà. C'est très symétrique, alors qu'on est habitué au plan d'une église qui est plutôt linéaire ou en forme de croix latine, la croix qu'on accroche à son cou. Ce qui fait que ça fait une architecture quand même un peu grandiloquente, mais il y a une légèreté qui s'en dégage, qui est assez touchante, assez étonnante. Très aérienne, c'est pour ça aussi qu'on a envie de partager avec le public cette visite, parce que c'est une promenade architecturale. On est dans un univers de sculpture et d'architecture, c'est du 3D. La cathédrale Saint-Front, c'est aussi l'histoire d'une renaissance. À la fin du XVIIIe siècle, son état était si préoccupant qu'on décida de recouvrir les 5 coupoles très endommagées par une charpente couverte d'ardoise. Oubliez les rondeurs byzantines. Jusqu'en 1850, l'édifice ressemblait à cela. C'est à cette époque que l'on chargea Paul Abadie, un architecte disciple d'Eugène Viollet-le-Duc, de sauver le bâtiment de la ruine, quitte à le revisiter. Quel va être le travail de Paul Abadie sur ces coupoles? Il enlève ses couvertures, il trouve des éléments de coupole très ruinés, donc il se pose la question, il faut que je mette hors d'eau, j'ai une obligation de résultat sur la mise hors d'eau de l'édifice. Alors, il rajoute de la pierre neuve et il faut qu'il lui donne une forme. Donc, il a des éléments très tangibles, les tambours, par exemple. Et puis après, le dessus des coupoles, il n'y a plus rien. Donc, il fait ce qu'il connaît sur d'autres édifices ailleurs de la même époque, les écailles, les imbrications. Et puis, c'est lanternon qui donne un élancement vertical. On voit ici directement l'écho au clocher qui existait, qu'il avait sous les yeux. C'est-à-dire, a priori, ces lanternons, ils n'étaient pas là avant. Il ne les a pas trouvés. C'est une période, vos prédécesseurs, Viollet-le-Duc, Abadie, où on n'hésite pas un peu à inventer lorsqu'on s'attaque à un monument historique.
Alors, ils inventent, mais ils sont un peu sous les feux de la rampe. Il faut qu'ils argumentent. Ils ont en face d'eux des archéologues, des historiens de l'art. Et à l'époque, il n'y a pas cette distinction. Ils sont compétiteurs un peu sur le même sujet. Voilà. Malgré les reproches qu'on peut lui faire, il a sauvé le bâtiment. Oui, il l'a sauvé et ça a une grande influence dans son œuvre. Il achève sa carrière en participant à un concours national pour la construction du Sacré-Cœur sur la butte Montmartre. Il gagne ce concours et s'inspire très directement de toute son expérience dans le sud-ouest et en particulier la cathédrale Saint-Front de Périgueux. Et finalement, voilà, c'est une citation, une transcription au cœur de la capitale. Nous quittons maintenant le futur circuit de visite pour découvrir la partie la plus secrète de la cathédrale. L'intérieur du clocher. Un monument dans le monument. Ça continue à vibrer. Où est-ce qu'on se trouve, Denis? C'est totalement étonnant. Oui, alors là, on est dans une petite cabane à la base du clocher et on a un instrument comme on a dans le nord de la France. Christian, vous êtes organiste, vous jouez des grandes orgues de la cathédrale, mais vous aviez eu la formation pour jouer du carillon? Écoutez, je dois vous dire non, avant d'arriver ici à la cathédrale de Périgueux, je connaissais bien les carillons, mais je n'avais aucune formation. Donc il a bien fallu le jouer, celui-ci, parce que comme vous voyez, il y a un clavier dit coup de poing, et pour que ce clavier puisse continuer à fonctionner depuis sa restauration, il faut le jouer régulièrement. Donc il faut que quelqu'un le joue coûte que coûte. Alors, à chaque fois que vous en jouez, vous participez en fait à la sauvegarde de ce patrimoine. En quelque C'est un sorte. instrument. En quelque sorte. Il faut le faire vivre, tout à fait. Vous imaginez quand vous êtes là, tout seul, là, dans les hauteurs, en train de jouer, et qu'on vous entend partout dans la ville? Oui, c'est un peu particulier quand même, un peu entre ciel et terre, à mi-hauteur du clocher à sa base. Oui, c'est assez étonnant même, c'est assez magique. Lorsqu'on emprunte ces échelles de meunier et qu'on monte, c'est encore une autre cathédrale que l'on découvre. Ah oui, on est dans un immeuble en bois, dans une cathédrale de pierre. On découvre une forêt de poutres, de sections énormes pour porter des instruments très lourds, des cloches, une vingtaine de cloches, carillons. Quel spectacle lorsqu'on arrive là tout au sommet de ce clocher, on est à plus de 60 mètres. Et il est étonnant ce clocher d'ailleurs dans sa forme. On est suspendu dans l'espace, comme des funambules, je dirais. Et puis au-dessus de nous, on a encore une coupole. On ne s'attend pas du tout dans ce lanterneau d'avoir une coupole qui est impressionnante par ses dimensions. Lorsque vous venez dans cet endroit, c'est pour votre travail, mais avouez-le, vous y prenez du plaisir aussi d'être là, c'est un privilège inouï. C'est très rare d'accéder à des espaces comme cela. Souvent, c'est pas accessible, il n'y a pas d'échelle, il y a très peu de personnes qui peuvent monter. À l'image de sa cathédrale, Périgueux a une histoire singulière. En fait, il y a eu plusieurs villes, jamais au même endroit. D'abord, la grande ville gallo-romaine qui s'étendait le long de la rivière, puis au début du Moyen-Âge, la cité s'éloigna de l'eau pour se resserrer derrière des remparts. Enfin, au 7e siècle, un nouveau bourg vit le jour sur la colline, puis Saint-Front, un quartier d'artisans et de commerçants. Si on s'étend de l'oreille, elles sont bavardes en fait ces rues, ne serait-ce déjà qu'avec leur nom. On a la rue Salinière, donc les marchands de sel, très important au Moyen-Âge. La rue Aubergerie, qui vient de l'Albergaria, un droit donc d'hébergement sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. La rue Aiguillerie, des marchands d'aiguilles, donc des métiers liés à l'habillement. Puis Saint-Front a gardé son tissu médiéval et Renaissance.
On ne compte plus les hôtels particuliers, les maisons de marchands qui aimaient tant montrer leur réussite à travers l'architecture. Les périodes se côtoient, se télescopent, mais avec harmonie. Voilà, la façade de la maison des Dames de la Foi. Alors, c'est vraiment une de mes maisons préférées parce que c'est l'une des plus anciennes d'abord demeures de Périgueux qui remonte au XIIe siècle et on va avec elle traverser les âges dans l'architecture et dans l'histoire. 5 siècles d'histoire 5 en une siècles. seule façade, mais il faut quand même Très avoir l'idée spécial. de lever les yeux. Tout à fait, lever les yeux et puis la voir côté rue et la voir côté cour, côté jardin, puisqu'elle Pourquoi? a une Qu'est-ce qu'il y a de autre... l'autre côté? Alors de l'autre côté, c'est ce Périgueux secret où on voit toutes les adjonctions, des transformations, les baies qui dialoguent finalement, qui se répondent entre le Moyen-Âge, la Renaissance. Ensuite, elle est transformée encore au XVIIe et XVIIIe, puisqu'elle devient un couvent, le couvent des Dames de la Foi, qui sont chargées de convertir les jeunes protestantes au catholicisme. Pour découvrir ce Périgueux secret, il faut accepter de se perdre, se laisser guider, les yeux grands ouverts. Devenir un aventurier de l'histoire en quête de trésors cachés. C'est un endroit absolument incroyable. Où est-ce qu'on se trouve ici, Martine? C'est l'hôtel La Joubertie, un très bel hôtel de la Renaissance. C'est le Périgueux insolite, le Périgueux secret, et qui exprime la richesse des marchands. Signe extérieur et intérieur, puisqu'on a ici vraiment un escalier à la française avec ses sculptures, ses moulures, ses plafonds, ses balustres. Il est cité d'ailleurs dans les traités d'architecture importants, c'est l'orgueil de la ville et ce n'est pas le seul. Nous quittons le Périgueux du Moyen-Âge et de la Renaissance pour essayer de revenir aux sources de la première ville, à l'Antiquité, quand la cité s'appelait Vaisonne. Une tâche difficile, car si Vaisonne fut l'une des plus grandes cités gallo-romaines d'Aquitaine, plus de 60 hectares, il ne reste plus beaucoup de vestiges. Hervé Gaillard, archéologue, explore, fouille depuis 25 ans les sous-sols de Périgueux. Mais parfois, il suffit de pousser la porte d'une maison privée pour remonter le temps. Donc on est bien chez un particulier ici, en plein Périgueux, dans son petit jardin urbain. Et voici ce magnifique monument qui est la Porte de Mars. Un monument très rare en Gaule, puisqu'on ne connaît que 2 exemplaires pour cette période. Qu'est-ce que c'est exactement cette porte? C'est une porte monumentale romaine du Bas-Empire, c'est-à-dire en gros elle a été construite au IVe siècle. On a de part et d'autre, on voit les cylindres apparaître de 2 tours construites en grand appareil, c'est ces grands blocs taillés, avec un rythme de pilastres ornés. Vous voyez bien ces pierres en saillie et ces chapiteaux qui apparaissent. Quelles étaient les dimensions de cette porte? La porte peut faire de 12 à 15 mètres de haut. C'est vraiment l'élément monumental qui marque l'entrée dans cette ville de Remparé. Aujourd'hui, elle est complètement enclavée dans le bâti et dans les jardins privés. Il y a une maison d'ailleurs bourgeoise qui s'est installée sur une partie du rempart. Et aujourd'hui, c'est un jardin urbain magnifique qui se situe sur la partie haute de la porte. Pour les Romains, l'urbanisme est un outil politique, un moyen pour favoriser l'adoption par les peuples conquis d'un nouveau style de vie. Rome a donc créé Vaisonne, une cité moderne, richement décorée, avec les équipements prestigieux, temples, thermes, aqueducs, lieux de spectacle. Alors là, ici, on est dans l'amphithéâtre de Périgueux, de Vaisonne, de la ville du Haut-Empire. C'est un monument important, puisque c'est un monument qui fait partie du programme initial de la construction de la ville. C'est un monument très ancien. L'amphithéâtre doit être commencé sous Claude Néron, et terminé entre 50 et 70 de notre ère. On sait à peu près combien de spectateurs il pouvait accueillir? Alors oui, on arrive à estimer une capacité de cet amphithéâtre autour de 18 000 à 20 000 personnes.
C'est un bon endroit pour comprendre la réutilisation des lieux, l'empilement des périodes. Alors oui, au-delà de son existence en tant que lieu de spectacle, il a été au IVe siècle, lorsqu'on construit l'enceinte, complètement intégré à la défense du castrum et même placé en bastion sur la partie nord de la ville. Et au-delà, au XIIe siècle, le comte de Périgord va construire ici sa tour. Donc on a ici un château dans le château en fait. Et ensuite, l'espace va être propriété municipale, propriété des consuls du Puy-Saint-Front, qui vont ensuite laisser cet espace un peu en déshérence. Finalement, c'est vu du ciel qu'on prend le mieux la mesure C'est du vu lieu. du ciel qu'on comprend mieux le ciel. On donne depuis le ciel, effectivement, son périmètre elliptique qu'on ne perçoit pas malheureusement depuis le sol. Pourquoi cette ville gallo-romaine si importante, elle est aujourd'hui si difficile à voir? Alors c'est une ville qui s'est déplacée. Et de ce fait, elle a réutilisé l'essentiel de ses matériaux. C'est-à-dire que là, les grosses pierres que l'on voit en bas, ce sont celles qui ont été carrément enlevées des monuments de la ville romaine. Tout à fait, tout à fait. C'est non seulement les monuments du Haut-Empire, les monuments publics, mais également toutes les stèles et tous les mausolées du Haut-Empire et des nécropoles qui se sont développées autour de la ville ont été démontées pour constituer la masse de ce rempart. Château-Berrière, où nous sommes actuellement, c'est un bon exemple justement de cette utilisation très pragmatique avec la tour médiévale et le logis Renaissance. Finalement, sans remords, on peut réutiliser très naturellement ce matériau abondant ici et sans trop de scrupules. De cette période antique, il ne subsiste plus qu'un seul grand monument, la tour de Vaisonne. Avec ses 24 mètres de haut, elle se trouvait au centre d'un immense temple. C'était la partie la plus sacrée, le cœur du sanctuaire. Et c'est juste à côté de cette tour qu'en 1959, on décide de construire des immeubles HLM. Comme toujours, on procède à des sondages, on creuse et la surprise. Les archéologues mettent au jour des murs d'1 mètre de haut, dont certains sont encore recouverts de peintures délicates. On vient en fait de découvrir l'une des plus importantes domus, grande maison de ville gallo-romaine du sud-ouest. Le projet de HLM est déplacé, on décide alors de créer un musée dont on confie la conception à l'architecte Jean Nouvel. À lui de confronter la modernité aux fantômes du passé. C'est une rencontre quand même assez étonnante entre deux architectures contemporaines et antiques. C'est pas une confrontation violente, en fait. On est plutôt dans une forme de poésie. C'est un terme qu'utilise Jean Nouvel, d'ailleurs, dans l'écrit qu'il a fait sur ce lieu-là. Et je pense que c'est une vraie révélation, en fait, sur les strates qui, progressivement, ont caché et un peu mené dans l'oubli cette ville antique de Vézuna, qui est aux origines de la ville de Périgueux. Alors, la richesse des collections, c'est vraiment toute cette collection de lapidaires, de blocs qui ornaient les monuments de la ville antique et qui ont été récupérés dans le rempart, construit beaucoup plus tard, au moment de la déconstruction de cette ville. Grande finesse quand même dans tout ce travail sur la Oui, pierre. c'est un travail principalement de la ville du IIe siècle qui a été réemployé. En quoi cette grande villa est exceptionnelle? Alors, elle est exceptionnelle à plusieurs titres. Déjà par sa surface. C'est un lieu vraiment extraordinairement vaste. Un peu plus de 3000 m², c'est vraiment exceptionnel pour ce type de demeure urbaine. Et elle est exceptionnelle par son décor. En fait, ce qui a sauvé ce site, c'est que toute l'aile est a été découverte avec les peintures murales en place, in situ sur les murs. C'est une peinture intéressante, un petit peu tardive, on est au IIe siècle à peu près, et on y représente une faune, mais vraiment grouillante, d'espèces plutôt méditerranéennes. Toutes ces espèces sont vraiment peintes de façon réaliste. C'est soit un spécialiste qui les a peintes, soit quelqu'un qui était bien documenté avec ses cartons. Il n'y a pas qu'une architecture admirée ici, il y a des objets et avec eux, on rentre un peu dans le quotidien.
Ah oui, on rentre dans le quotidien, voire même dans l'intimité des habitants de cette maison il y a 2000 ans, de cette maison ou de sa ville d'ailleurs. On y trouve des objets de médecine et puis évidemment des objets plutôt liés à la parure qui nous parlent de façon très, très claire. Notamment, Incroyable, voilà, le oui, tout oui. petit bracelet. Ce petit bracelet de bébé, il a été trouvé à 10 mètres d'ici exactement. C'est un petit bracelet en or. Puis Ouais, toutes ces bagues, alors là, elles sont juste incroyables. Quel sens ça a pour vous, conservateurs, de présenter ces objets pour nous, contemporains? Ça donne un sens à notre histoire, ça donne un sens à l'histoire de notre ville. On voit d'ailleurs comment on réagit aujourd'hui quand, dans certaines parties du monde, Eh oui, exactement. on essaye d'effacer ces traces. Oui, oui. Et on arrive à aborder des thématiques d'aujourd'hui qui sont vraiment complètement d'actualité, sur la mondialisation, sur le respect de la culture des autres, puisque les Romains aussi et les Gaulois ont des problèmes de mélange de cultures, et c'est intéressant de voir comment ça a été géré à cette époque-là. Et voilà, il y a plein de thématiques qui sont vraiment passionnantes autour d'un lieu comme celui-ci. Sans vestiges, sans traces, impossible de transmettre cette histoire. Le principal problème des conservateurs, des architectes, c'est bien évidemment l'usure du temps. Sauver les œuvres d'art, les monuments, c'est la raison d'être de la Socra. Cette société, installée depuis 1964 à côté de Périgueux, a par exemple restauré cette sculpture posée au sommet de la cathédrale Saint-Front. Elle est devenue l'une des plus réputées en Europe. Des éléments de la Galerie des Glaces de Versailles ou de l'Opéra Garnier de Paris ont ainsi fait un petit séjour en Dordogne. Là, nous avons des statues qui proviennent de Forest, c'est à côté de Bruxelles en Belgique, statue monumentale en bronze que l'on a restaurée et recouverte de feuilles d'or. Il y a 250 000 feuilles d'or pour recouvrir toutes ces statues. Et ça signifie quand même, dans votre société, il y a une multiplicité des savoir-faire. On vit sur la mosaïque, le plâtre, la sculpture pierre, la sculpture monumentale. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de travailler un peu à l'étranger aussi et d'avoir des restaurations fabuleuses et ce plaisir de rentrer dans les monuments par la porte de service, c'est-à-dire d'avoir la chance de visiter, alors on parle du château de Versailles, mais les galeries qui sont fermées, tous ces avantages. C'est un peu égoïste, on espère, à travers un peu les visites qu'on fait dans nos ateliers, le montrer aussi aux gens qui sont intéressés au patrimoine. C'est peut-être pas pour rien quand même que votre société, elle est née, elle se développe en Périgord, à côté de Périgueux, avec cette richesse patrimoniale, ça a un sens, le rapprochement? Le Périgord est une terre riche, vous savez, plus de 1000 châteaux. C'est une région fabuleuse au niveau du patrimoine. Mais il faut aussi conserver les métiers derrière. Ce n'est pas simplement les bâtiments, mais le savoir-faire est important. Et malheureusement, à cause un petit peu des moyens technologiques qui existent, la 3D qui supprime un peu la même, et puis certaines évolutions aussi, ces métiers-là disparaissent et ce savoir-faire qui est artistique, à la fois artistique et technique, disparaît de plus en plus et c'est dommage. Retour à Périgueux, qui fut l'une des premières villes à mettre en place dès 1965 un secteur sauvegardé. On pourrait croire que préserver le patrimoine pour se confronter aux lieux qui nous précèdent va de soi. C'est en fait un choix de société. Aujourd'hui, l'esprit de votre travail et puis de tous les spécialistes du patrimoine, c'est de sauver, de protéger. Ça n'a pas toujours été le cas, on l'a vu, du temps des Romains, on n'hésitait pas à détruire pour faire du neuf. La notion de patrimoine est une notion quand même assez récente, qui est née en France, on va dire, à la Révolution française, et qui s'est développée au fur et à mesure des années, jusque dans les années 60, où Malraux, en créant la loi sur les secteurs sauvegardés, a permis de protéger ces centres anciens et a permis aussi d'alerter sur la nécessité de préserver ce patrimoine qui allait nous échapper. 33 monuments classés dans un si petit périmètre, c'est exceptionnel, c'est beaucoup, on n'a pas, nous, l'échelle. Oui, c'est assez unique, on va dire, d'autant que ces monuments historiques, ces hôtels particuliers sont très bien conservés et à l'intérieur, on peut encore voir de nombreuses peintures murales, de nombreuses dispositions d'origine. Il faut bien comprendre, ce ne sont pas des musées, des gens vivent dedans. Vraiment, ce sont des lieux qui sont toujours habités. Alors, effectivement, ça pose quelques petits problèmes pour les aménagements actuels, qui à l'époque n'étaient pas prévus, mais
globalement, on arrive à avoir des projets de qualité dans un environnement remarquable. C'est important pour vous dans la philosophie que ça reste des lieux de vie, des lieux de patrimoine historique, mais qui sont encore en activité aujourd'hui. Absolument, c'est fondamental. Un monument historique, un secteur sauvegardé, une aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine doivent toujours être liés à l'activité économique, l'activité touristique, et doivent toujours demeurer des lieux de vie. Un monument, ça doit être habité, ça doit être vivant. C'est depuis les toits de la cathédrale Saint-Front, au milieu des élégantes coupoles, que nous allons vous saluer, histoire de ressentir encore une fois cette émotion à fleur de pierre. Périgueux est particulièrement riche, mais qu'on ne s'y trompe pas, il ne se livre pas au premier regard. Il faut prendre le temps, tenter l'aventure dans le labyrinthe du centre-ville. Être un promeneur curieux, c'est à sa façon être un acteur du patrimoine.